Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente à nouveau aujourd'hui des extraits de la dernière séance ordinaire du Conseil municipal, celle du mardi 27 avril. Et aujourd'hui, on va se concentrer entre autres sur les réponses au public parce que le public ne peut pas être présent à cause de la pandémie. Et bien sûr, les questions sont traitées par courriel et le maire, bien sûr, y répond. Nous sommes rendus au point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. Donc voilà, j'ai quelques réponses pour vous. Premièrement, donc le 21 septembre 2020, Mme Brigitte Letourneau nous avait posé une question relativement à la création d'un comité pour les utilisateurs de vélos. Donc, je vous rappelle seulement brièvement là, que le comité de circulation a décidé de plutôt débuter par une présentation et une consultation sur l'ensemble de notre plan directeur là, du réseau cyclable. Et donc, cette présentation-là, cette consultation-là des citoyens, des usagers du vélo sera effectuée avant l'été, donc à suivre. Le 23 novembre 2020, Roxane Rivard nous avait posé des questions relativement au centre de services scolaires. Elle se questionnait par rapport au débordement réel ou potentiel là, à l'école des Savanes en lien avec le projet de développement de la terre à boucher. Donc, nous avons obtenu une réponse très intéressante du centre de services dont je vous fais part. Le centre de services scolaire, excusez-moi. Donc, on nous informe que l'école des Savanes, qui est finalement la combinaison des deux édifices, le Providence et Sacré-Cœur, a une capacité totale de 34 groupes. Et pour l'année 2020-2021, donc l'année actuellement, l'école accueille actuellement 33 groupes. Donc, la question ensuite, à la question, est-ce que l'école est en mesure d'accueillir les écoles du quartier? Actuellement, oui, l'école est en mesure d'accueillir tous les élèves du quartier. Et les prévisions du ministère de l'Éducation, donc c'est des prévisions qui sont faites sur un horizon de 5 ans, prévoient dans les 5 prochaines années une légère baisse du nombre d'enfants, d'étudiants, tout étant égal par ailleurs, évidemment. Donc, évidemment, les prévisions du ministère de clientèle ne tiennent pas compte des gros projets de développement, comme c'est le cas pour la terre à boucher. Des projets qui, c'est difficile d'évaluer les nombres d'enfants, tout dépendamment des caractéristiques qui peuvent influencer le type de clientèle. Donc, est-ce que c'est une clientèle plus âgée, plus familiale? Donc, le ministère n'est pas en mesure d'évaluer à ce stade-ci l'accroissement de la population. Cependant, l'école des Savanes est pratiquement à pleine capacité actuellement. Donc, le projet de la terre à boucher est susceptible de créer un débordement de clientèle. Donc, l'école des Savanes ne possède pas suffisamment d'espace actuellement pour accueillir des groupes de maternelle. Oui, ça, c'est un autre élément. Donc, l'école actuellement ne possède pas d'espace pour accueillir les maternelles 4 ans. Donc, il y a des analyses qui ont lieu actuellement pour voir la possibilité d'agrandissement et éventuellement de faire des demandes d'ajout d'espace auprès du ministère. Ce qu'on nous explique au niveau du débordement, c'est que comme le projet de la terre à boucher est à proximité de l'école des Savanes, donc il se trouve dans le rayon de 1,6 km de l'école. Donc, si des nouvelles familles venaient s'y installer, ces familles-là ne seraient pas susceptibles, ne seraient pas dans une situation de transfert, mais plutôt les enfants qui ont à se déplacer en autobus actuellement pour se rendre à l'école. Donc, ce serait eux, dans le fond, qui seraient déplacés dans un premier temps avant les élèves dans la zone marcheur. Donc, et là ensuite, les élèves peuvent être déplacés vers plus d'une école en fonction des places disponibles, en fonction des degrés touchés, des niveaux scolaires. Et évidemment, le centre scolaire préconise la priorité des écoles dans le milieu le plus proche là, exemple, cette école-là, l'école la plus près, ce serait le premier choix, la première option de débordement, ce serait l'école des Préverts. Évidemment, si la situation permet à cette école-là d'accueillir un nouveau élève. Donc, merci beaucoup, Madame Lachapelle et votre équipe pour votre réponse détaillée. Je pense que ça répond parfaitement à la question qui nous avait été posée par Madame Rivard suite à la consultation qu'on avait eue sur les golfs. Pas sur les golfs, excusez-moi, mais sur le projet de M. Poirier sur la terre à boucher.
Madame Diane Marcheseau nous demandait est-ce que la Ville, sans mettre en péril l'entente du 22 décembre 2016 avec Carrière-Bernier, pouvait se doter d'un règlement plus efficace au niveau du bruit provenant du champ de tir. Donc, ça fait déjà plusieurs mois, je sais qu'on vous dit qu'une présentation sera faite au conseil municipal. On nous avait dit qu'une présentation serait faite en mars, donc il n'y a pas eu de présentation en mars. Et donc là, on m'informe aujourd'hui que la présentation aux membres du conseil sera le 11 mai prochain. Donc, voilà, présentation aux membres du conseil le 11 mai prochain. Je demanderai porter à notre directeur général de porter une petite attention particulière, s'assurer que cette date-là ne soit pas reportée et que la présentation ait bel et bien lieu en cette date-là. Ça fait déjà longtemps qu'on traîne cette question-là. La question, Madame Marcheseau nous en avait posé une autre aussi le 10 décembre 2020, où on nous demandait si la Ville allait suivre les recommandations de l'École technologie supérieure afin de modifier notre règlement actuel sur le bruit, afin de permettre de contrôler les nuisances en provenant du club de tir. Donc, tout ça va être abordé au même moment, le 11 mai prochain. Julie Lefebvre nous avait interpellé sur la sécurité piétonnière au niveau de la traverse piétonne à l'angle de l'avenue Héroux et du boulevard d'Iberville. Donc, vous souvenez-vous, il y a une analyse qui a été faite, un nouvel arrêt a été installé à cet endroit-là. Et là, la question de Mme Lefebvre et ses voisines, et les autres dames du secteur nous demandaient est-ce que ce serait possible de maintenir la brigadière en place parce que les automobilistes ne respectent pas nécessairement l'arrêt et la traverse piétonne. Donc, eux nous sollicitaient de maintenir la brigadière scolaire. Donc, cette question-là devait être utilisée par le comité de sécurité publique du 24 février qui a été annulé. Ensuite, c'était rapporté à la réunion du mois de mars qui a été annulée. Et là, on m'informe que la réunion qui était prévue pour demain, donc le 28 avril, a aussi été annulée. Donc, la prochaine réunion du comité de sécurité publique aura lieu le 26 mai prochain. Monsieur le directeur général, pas besoin de me répondre ce soir, là, mais ça m'intrigue. Je suis inquiet de voir que les réunions de ce comité s'annulent mois après mois. Donc, j'aimerais savoir les raisons de ces annulations-là. Joanne Mayou nous avait posé une question. Où est le virage vert avec les feux de foyer qui empestent le créosote et qui pénètrent dans les maisons? Donc, cette question-là a été analysée par le comité environnement et développement durable le 1er avril dernier. Et le comité sur l'environnement et le développement durable s'est réuni et a décidé que la Ville allait effectuer de la sensibilisation et de la conscientisation relativement à la qualité de l'air et ses impacts sur la santé. Et une station de qualité de l'air sera implantée à court terme sur le territoire par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui nous permettront de mesurer plus précisément ces inconvénients. Donc, merci beaucoup, Mme Mayou, pour votre question. Le 22 février dernier, Brigitte Letourneau nous posait une question. Qu'est-ce que la Ville entend faire à court terme pour permettre aux résidents qui subissent toujours des crêtes sonores atteignant jusqu'à 85,6 décibels? Une question relativement au club de tir de l'Acadie, encore une fois. Donc, c'est la même réponse. C'est le 11 mai que toutes ces questions seront traitées par le Conseil. Diane Marcheseau, le 22 février dernier, nous posait la question suivante. En 2017, selon l'article 10 de l'entente entre la Ville et Carrière-Bernier, une expertise conjointe a déterminé la superficie du milieu humide présent dans le boisé du champ de tir, le lot 6 022 233. Cette superficie est incluse dans une banque virtuelle de terrain selon un ratio de 1:10. Donc, les questions de Mme Marcheseau, c'est est-ce que est-ce que c'est 1 mètre de milieu humide compense 10 mètres de terrain développable?
Et là, la réponse que j'ai obtenue tantôt dans mes courriels, c'était que les compensations étaient du 1 pour 1. Donc, je pense que la question était mal comprise. Oui, les compensations dans les banques virtuelles, les compensations sont du 1 pour 1. Cependant, lorsque vient le temps d'échanger un milieu humide, c'est le ratio 1 pour 10. Donc là, la question de Mme Marchessault, c'est-tu 10 mètres de milieu naturel qui valent 1 mètre de milieu développable ou c'est 10 mètres de milieu développable qui valent 1 mètre de milieu humide? Donc, c'est ça la question que nous demande de préciser Mme Marchessault. Et donc, on va vous revenir, Mme Marchessault, avec la réponse à la prochaine réunion. Et une autre question, quelle est la superficie exacte du milieu humide sur le lot 6 22 233? Donc, on m'informe que ce milieu humide a une superficie de 10 hectares sur ce lot. Donc, voilà. Mme Marchessault nous demandait aussi le 26 février, dans le contenu de l'entente du 22 décembre 2016 entre la Ville et Carrière-Bernier, il y a une liste de boisés de la Ville que la Ville a acheté. Donc, elle nous demandait pourquoi le lot 6 22 218 de 11,73 hectares n'existe plus présentement sur le site Internet de la Ville. Donc, on a fait la vérification et on me dit que le lot a été... il y a eu une opération cadastrale et le lot a été divisé en deux. Donc, cet ancien lot s'appelle maintenant le lot 6 369 637 et le lot 6 669 636. Donc, je me suis peut-être trompé. Là. Donc, c'est 6 369 637 et 636. Donc, voilà pour ce qui est de votre question, Mme Marchessault. Mme Marchessault nous posait également la question le 29 mars dernier, qui nous disait « Considérant que le guide de la GRC, qui s'intitule « Acoustique des champs de tir », recommande de tenir compte du bruit jusqu'à 3 km de distance pour un champ de tir extérieur. Considérant que des résidences étaient déjà construites avant l'ouverture du champ de tir à l'Acadie vers 1960, dont la nôtre en face du club de tir construite en 1940. Considérant que le club de tir de l'Acadie, dans sa défense à la Cour supérieure, laisse entendre que les plaignants sont tous arrivés après le début des opérations du club, est-ce que la Ville dispose d'une banque d'informations pour éclaircir cette situation nébuleuse quant au principe de l'antériorité? Donc, selon notre service juridique, Mme Marchessault, la Ville possède l'information nécessaire pour démontrer les années de construction des résidences par rapport au début des activités du champ de tir. Donc, voilà pour la réponse à votre question. Et voilà, donc ça complète le suivi des questions précédentes. Dans un premier temps, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'à chaque fois que M. Tremblay décide de venir me poser une question, vous réitérez que c'est mon patron de l'entreprise Tremcar. M. Tremblay, c'est un citoyen à part entière qui paye beaucoup de taxes dans la région. Donc, moi, je pense qu'il a le droit de poser ces questions. Vous dites que c'est hautement politique. Moi, je pense qu'il s'inquiète pour les finances de sa ville quand il parle de déficit. Il s'implique au sein du festival parce qu'il voulait faire la différence. Puis on a travaillé fort aussi pour ne pas faire de déficit au Festival des Montgolfières. On a fait un excellent travail. Maintenant, je veux simplement faire la part des choses, Monsieur le maire. Même si je travaille
là-bas, même si M. Tremblay, c'est mon patron dans ma vie normale, il a le droit de poser les questions, puis il a le droit aussi d'avoir des réponses à ces questions-là. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous dire que ce soir, c'est des excellentes nouvelles pour le centre-ville. Le P22, on a voté des stationnements, on a élargi les stationnements pour permettre plus de résidents à pouvoir s'acheter des vignettes pour pouvoir se stationner. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça va être en vigueur à partir du 10 mai prochain. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On a octroyé aussi des incitatifs monétaires pour nos commerces du centre-ville, pour la relève de la COVID, mais aussi considérant qu'il y a des travaux dans le secteur, on a laissé une certaine liberté pour les commerçants de trouver qu'est-ce qui serait la meilleure chose pour eux pour pouvoir faire la publicité ou différentes démarches qu'ils veulent prendre sur leur mise en valeur de leur commerce, puis que la Ville est prête à payer un bon pourcentage de ça. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Bruno, au centre-ville, beaucoup de citoyens me posent la question, quand est-ce qu'on va avoir des bacs Bruno au centre-ville? Je parle centre-ville. Est-ce que les bacs vont être plus petits étant donné qu'il y a moins d'espace? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Autre point aussi, le 440 première rue, il y a eu une dérogation pour un revêtement extérieur. Bonne nouvelle, il y a un commerce qui s'en vient là, s'implanter à partir là, aux alentours du mois de juin. Donc, c'est une surprise pour vous tous, mais je vous dis, vous n'allez pas être déçus. Balayage de rue, bien important. Je ne sais pas si on peut trouver une solution pour passer le balai de rue. Là, je parle de la rue Maria-Boivin, 3e rue, 3e avenue. Le pip, 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 pip à 3 heures du matin, ça réveille les gens. Alors, je ne sais pas si on peut y aller un petit peu plus tôt en soirée, passer le balai. Est-ce qu'on peut y aller dans la journée aussi? Parce que là, la dernière fois qu'ils ont passé, il y avait des bacs Bruno, si on parle du côté d'Iberville, là, il y avait des bacs Bruno d'installer, des voitures un peu partout le soir pour le lendemain matin. Puis là, ben, on a balayé, mais on a balayé autour de beaucoup d'obstacles. Donc, je me demande si on peut peut-être revoir ce volet-là. La dernière bonne nouvelle, c'est le surplus budgétaire. C'est effectivement une excellente nouvelle. Et pourquoi pas investir cet argent-là? Investir dans nos infrastructures afin de permettre le redéveloppement. Le redéveloppement génère des fonds à long terme sous forme de taxes, ce qui va nous permettre après ça de s'approprier nos espaces verts, améliorer aussi nos besoins en infrastructures sportives. Donc, si on investit dans nos égouts puis dans nos pluviales, bien là, on est capable de permettre certains développements ailleurs que dans nos golfs ou ailleurs où on avait déjà une vision, ce qui a déjà eu une vision de ça il y a 20 ans, on n'est plus là, mais il faut vraiment réinvestir dans nos infrastructures pour être capable de densifier puis pour être capable de lever. Donc, ça prend de l'investissement pour rénover nos égouts. On fait aussi du développement au centre-ville. Ça fait longtemps qu'on est dans les travaux, mais je pense que ça fait trop longtemps qu'on est dans les travaux à Saint-Jean-sur-Richelieu, au centre-ville de Saint-Jean, parce qu'on basait nos rénovations avec des subventions de la TEC. Et moi, je me dis, pourquoi on ne prend pas certaines subventions de la TEC puis on ne la met pas ailleurs, mais qu'on investit tout de suite le gros montant que ça prend pour finir les rénovations au centre-ville? Pourquoi? Parce que, on va générer après ça des taxes commerciales qui vont être intéressantes pour la ville. Et de deux, on va arrêter de rendre la vie difficile pour nos commerces au centre-ville. Donc, moi, je pense que c'est un avenue qu'on devrait regarder. Bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais mettre ma déclaration d'intérêt pécunier à jour. Je viens de faire l'acquisition du terrain 5 490 797. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler des bacs de récupération. Je suis vraiment heureux que la résolution que j'ai apportée ce soir a passé. Il nous reste à pousser le point un peu vers la MRC, mais je suis quand même heureux d'avoir eu l'appui de mes collègues de confrères de travail pour qu'on ramène le bac. Parce que vous savez, c'est une question aussi que les gens l'ont demandé, puis je pense qu'on a été à l'écoute. Pour tout ce qu'on a nommé tantôt, pour que les gens puissent continuer à récupérer, continuer d'augmenter le recyclage, pour continuer aussi vers la croissance de la réduction des déchets, c'est important d'aller dans cette direction-là. Puis, il nous reste à faire le suivi à MRC. Fait que je remercie tous les confrères de travail qui m'ont appuyé là-dedans pour qu'on ramène le bac aux semaines.
en espérant aussi que les autres municipalités avoisinantes nous appuient là-dedans puis continuent à nous appuyer pour que la MRC puis qu'on comprenne le message qu'on doit ramener le bac aux semaines pour aider les citoyens là-dedans, tant aussi longtemps que l'adaptation ne soit pas faite, ne soit pas acceptée, puis tout le processus ne soit pas mis en place d'une façon correcte. Pour les infrastructures, on a eu le surplus, la bonne nouvelle des surplus. Écoute, je pense que c'est une excellente nouvelle. Effectivement, je pense qu'il faut investir dans les infrastructures. C'est l'idée que Yann a amenée ce soir au plénier, puis j'appuie énormément. Je pense qu'en investissant des sommes, puis en voyant que Mélanie appuie l'idée d'Yann, je trouve que c'est une bonne idée. On voit qu'on va pouvoir faire du chemin avec tous les membres de l'équipe parce que, en investissant dans les infrastructures, on va réduire aussi notre empreinte environnementale. Vous savez, on déverse des milliers de fois par année dans le cours d'eau parce que nos infrastructures sont incapables. Du côté Saint-Eugène, on limite le développement parce que nos infrastructures, à cause de la goutte, sont incapables. Du côté de Saint-Athanas, on limite le développement dans des places qui sont non zonées agricoles, non déboisées, qui sont zonées résidentielles depuis des années. Ça va permettre aussi de donner un souffle nouveau à la ville. Quand on parle un peu, on va pouvoir aussi développer différemment. Il ne faut pas oublier que présentement, on a un peu une crise de logement à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est une des plus marquées. On peut se féliciter ou pas se féliciter parce que ça veut dire d'un côté que l'économie va bien. Fait que je pense qu'on peut féliciter le maire aussi là-dessus qui a fait une bonne job. À tous les ans, j'entendais savoir comment ça va l'investissement à Saint-Jean. Cette année, c'est la plus grosse année d'investissement. Tout le monde, leur maison a pris de valeur, mais malgré ça, il y a comme un côté un peu triste, c'est que tout est rendu cher. La propriété, l'accès à la propriété est dispendieuse. C'est difficile pour les gens d'avoir une propriété. Peut-être que ça serait le temps de faire des projets de mini-maisons. On voit ça dans des villes que le prix des maisons arrive. Bien, avec les infrastructures, si on investit là-dedans, bien, des plus futurs développements, ça pourrait être des mini-maisons. Qu'on pourrait travailler ça avec le comité environnement que Magdalene Charbonneau siège pour permettre moins d'empreintes au sol, mais plus d'habitation. Puis ça fait des projets quand même intégrés. On en a vu dans plusieurs villes. Ça commence à remarquer. Saint-Jean pourrait prendre le pas en investissant dans nos infrastructures. Un autre petit point aussi quand on investit dans nos infrastructures, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la pandémie, il va falloir relancer l'économie. Puis pour relancer l'économie, bien, investir dans nos infrastructures, ça crée des emplois. Ça va créer des emplois aussi pour la construction qui va se faire. Fait que je pense que ça serait une belle source d'investissement pour relancer l'économie. Parce que ce surplus-là, il faut éviter de le dépenser inutilement. Il faut le dépenser pour qu'il nous ramène des sous, pour que, économiquement parlant, il nous emmène plus loin, puis qu'il nous rapporte plus de pouvoir d'emprunt par la suite pour se payer une aréna, une piscine, ces choses-là. Fait que dans tous ces projets-là, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je comprends que quand on dit un surplus, il ne faut pas non plus trop se péter les bretelles parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a taxé un peu plus. Là, c'est la taxation. On ne peut pas cette année, on est chanceux parce qu'on ne nous a pas taxé. C'est quand même de l'argent, c'est votre argent. Fait que je pense que c'est important qu'on la distribue comme il faut. Puis en voyant l'appui de plusieurs membres du Conseil pour les infrastructures, l'idée d'Yann est une excellente idée. Puis j'appuie ça all-in. Il faut faire du chemin là-dessus puis avancer. On va travailler là-dessus dans les prochaines séances du plénier, puis il faut avancer là-dessus. Oui, monsieur le maire, j'ai 4 points. Écoutez, le premier point, complètement sidéré par votre réponse aux citoyens Tremblay. Écoutez, M. Tremblay fait partie de la corporation du festival qui a réussi à ramener l'équilibre budgétaire, monsieur le maire. Et pour ne pas reprendre toutes les opinions de Mme Dufresne, mais Daniel Tremblay, c'est un employeur de la région. Il y a 250 employés chez Tremcar. Il sait comment équilibrer des budgets. Il vend des citernes aux 4 coins de l'Amérique. Monsieur le maire, je trouve cavalier de lui répondre comme ça. Alors, si vous ne voulez pas répondre à Daniel Tremblay, le politicien en herbe que vous semblez lui douter, vous allez peut-être me répondre à moi, Jean Fontaine, politicien. Si vous avez les couilles de me répondre, monsieur le maire, je vous pose la question très, très, très simple. Vous avez coûté 120 000 $ avec votre cause à la CMQ que vous avez perdue, que vous avez été suspendu, que vous avez porté en appel. C'est très simple. Les Joannais veulent savoir, Jean Fontaine, Daniel Tremblay, les Joannais veulent savoir, allez-vous rembourser 120 000 $ que vous avez coûté aux citoyens? C'est assez simple comme question. Merci, M. Fontaine, pour votre question. Donc, c'est moi qui parle, non, monsieur le maire. Non, vous me posez une question. Vous ne pouvez pas poser des questions, mais vous ne me laissez pas répondre. Non, je m'excuse, c'est moi qui parle, monsieur le maire. Vous parlerez à votre tour. Vous me posez une question, mais vous ne voulez pas que je réponde. Bien non, vous allez répondre à votre tour de parole, vous m'enlevez du temps. Le deuxième point, au rayon des bonnes nouvelles,
on a ce soir adopté la rue Brassard, la rue du Bois et Vaughan, puis la rue Bossuet et Garant. Donc, ils se pavent des rues dans Saint-Eugène. C'est des bonnes nouvelles. Alors, je continue de travailler pour mes citoyens. Très, très, très intéressant de savoir. Puis je remercie les collègues. Mais dans Saint-Eugène, des rues, ils s'en pavent. Numéro 3, j'ai lu un excellent article dans la presse de samedi où on disait que la SQ veut implanter des véhicules électriques pour ses automobiles, pas nécessairement pour ses patrouilleurs parce que c'est des police-packs et tout ça, mais ils veulent commencer à faire des voitures électriques avec les véhicules des enquêteurs. Alors, ça pourrait être, je sais que Saint-Jean, on est quand même la 11e plus grande ville, on a quand même quelques voitures de police banalisées pour nos enquêteurs. Moi, je pense qu'on devrait passer tout de suite à l'électrique. Ce serait vraiment une bonne idée. Et puis, pour les patrouilleurs, bien, on lisait dans l'article qu'il y avait des solutions, tout ça, pour équiper même des automobiles électriques avec le Police Pack. En tout cas, moi, je trouvais que c'était une solution qui était avenante. On cherche à réduire nos gaz à effet de serre, notre empreinte écologique. Alors, on parcourt beaucoup, beaucoup de kilomètres. Il n'y a pas juste les camions de vidange qui parcourent beaucoup de kilomètres sur nos territoires. Il y a nos automobiles policières. Donc, je pense que ça serait bon qu'on regarde la question. Puis mon dernier point, je m'adresse à la direction générale. Stéphane, je t'appelle Stéphane parce que je te connais depuis longtemps. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment se fait que la médiation entre la famille Ouimet et la ville prenne autant de temps que ça. Je ne le comprends pas. Ça fait 2 mois, me semble, qu'on spinne là-dessus. C'est le médiateur qu'on a choisi qui n'est pas disponible, bien, qu'on en trouve un autre. Il est temps que ça se règle à l'Acadie, la situation du chantier. Ça a des incidences dans mon quartier aussi. Donc, j'ai hâte vraiment que les partis se parlent. Je ne veux pas qu'ils se parlent demain. Je veux qu'ils se parlent hier. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est un frein, là, mais en tous les cas, je vous lance ça, là, M. Baudin. J'ai hâte qu'il y ait une médiation demain. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va continuer de vous présenter des extraits de la dernière séance ordinaire du Conseil, celle du mardi 27 avril 2021. Entre-temps, commentaires ou questions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.